Bienvenue sur le forum de la Tribune Partageons l'économie, un événement consacré ce matin à l'engagement. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette table ronde sur le site de la tribune.fr, sur les réseaux sociaux évidemment, et que vous pourrez aussi écouter en replay sur Spotify. Bonjour, j'accueille aujourd'hui à mes côtés trois personnalités de l'entreprise pour évoquer la question du réengagement ou de l'engagement des salariés, puisque le titre de cette table ronde, c'est comment réengager les salariés et les parties prenantes dans le projet d'entreprise. À mes côtés, Stéphane Champion, vous êtes cofondateur de Citizen Wave, ainsi que Bruno Guillemet, vous êtes DRH du groupe Valeo, et puis Gilles Vermont-Desroches, vous êtes senior vice-président citoyenneté et relations institutionnelles de Schneider Electric. Je me suis entraînée à dire votre titre. Et d'ailleurs, je me posais une question parce que il n'y a pas si longtemps, vous étiez directeur du développement durable. Alors pourquoi avoir changé de titre? Pourquoi ce mot de citoyenneté? Merci, parce que il y a 20 ans, les entreprises ont été invitées à contribuer à réduire une fragilité de la planète qui était le changement climatique. Et on a inventé pas mal de démarches autour de ce qu'on appelle l'agenda des solutions, puis l'engagement carbone, les engagements d'économie circulaire. Et au fond, progressivement, dans ces 20 ans, derrière le mot développement durable, s'invitent et se mettent en premier plan tous les enjeux environnementaux, et c'est bien. Et le changement climatique est l'affaire du siècle. Mais probablement que de la même manière aujourd'hui, singulièrement après la crise Covid, il faut renforcer ce mot pour y mettre la vision humaine et probablement réduire la fragilité de la société qu'est l'intégration des jeunes. Alors ça peut être vrai dans notre pays après le Covid, quand on sait que la plupart des gens qui sont devenus pauvres durant cette année sont plutôt des jeunes. Et dans le monde entier, il y a 1,8 milliard de jeunes qui arrivent à l'âge adulte et qui vont vouloir trouver un boulot. Je pense que dans la décade qui vient, la responsabilité des entreprises pour trouver des solutions de responsabilité sociale, mais aussi d'intérêt pour elles-mêmes, autour de l'intégration des jeunes est important. Le mot citoyenneté embrasse ces deux enjeux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vos salariés, vous prenez en compte leur dimension sociétale, citoyenne. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises devenues mondiales, Schneider est présent dans une centaine de pays, ont quelque chose à faire à la santé du territoire dans lequel elles sont, et puis leurs collaborateurs ont envie eux-mêmes de s'engager. Quand nos entreprises font un effort et ont engagé les entreprises à y contribuer, les salariés à y contribuer sur écrire la raison d'être, c'est-à-dire projeter dans l'avenir et les valeurs et le métier de l'entreprise. Les salariés y ont contribué, mais une fois qu'on a fait ça, eux-mêmes ont envie de rester dans ce partage pour faire partie de la solution qu'ils ont définie au nom de leur entreprise. Et donc cette démarche de volontariat qu'on pousse est une réponse à des demandes de salariés, mais aussi la nécessité pour partager les valeurs communes et la manière de s'investir dans les territoires où on est présent. Merci Bruno Guillemet, je me tourne vers vous. Vous êtes donc DRH de Valeo. Est-ce que vous notez une envie un peu plus importante d'engagement des salariés après cette crise, alors même si elle n'est pas complètement terminée évidemment, ou au contraire une forme de distance des salariés vis-à-vis de l'entreprise? Écoutez, engager, c'est d'abord donner du sens à son action. Je crois que mon collègue l'a bien décrit. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est écouter les salariés et c'est surtout tenir compte et agir derrière sur ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui a changé depuis un an et demi? Si vous voulez, chez Valeo, on mesure l'engagement depuis plus d'une dizaine d'années à raison d'une fois tous les 2 ans sur un set de questions qui est identique en fait depuis cette période. Donc on a la possibilité quand même de manière assez fine de voir ces évolutions et sans rentrer dans des chiffres trop importants, mais en gros, si vous voulez, on a sur les dernières années, on a toujours eu 80% de participation sur 40 000 personnes qui ont été interrogées. Et le taux de satisfaction, il a évolué au cours des 10 dernières années entre 68 et 60% à la dernière
mesure. Donc il a un peu baissé. Alors, quand on regarde... La dernière mesure, c'était quand ? On l'a fait en février-mars, enfin sur février-mars. C'est récent. Oui. Donc c'est très récent. Et on voulait effectivement mesurer l'impact de cette crise. Il faut d'abord dire aussi qu'au cours de cette crise, on a essayé de maintenir l'engagement. C'était déjà, je dirais, un challenge, et on l'a fait au travers d'actions de solidarité, et comme beaucoup d'entreprises ont également procédé. Mais cette baisse de l'engagement, en fait, on a au travers d'un set de questions qui, en fait, il y a 16 questions, elles ne sont pas si nombreuses que ça, mais il y a 2 questions qui ont vraiment décroché. Il y en a une qui concerne finalement l'implication de l'entreprise dans la vie locale. Bon, on peut l'imaginer, si vous voulez, quand on fait dans nos usines, au cours de la pandémie, on a arrêté les ouvertures d'usines pour les visites des familles. Enfin, on a arrêté un certain nombre de choses du fait de la pandémie. Et puis, effectivement, ça n'a pas été au cœur de nos préoccupations, c'est sûr. Et puis, le deuxième élément qui est important aussi, c'est qu'on a noté une baisse sur, si vous voulez, le sens et la vision long terme de la stratégie. Et à la fois, c'est une question qui a le plus baissé en taux de satisfaction. À l'inverse, nos salariés nous ont reconnus, parce que l'une des questions qui a le plus augmenté, c'est l'effort de communication qu'on a fait pendant cette période. Donc vous avez beaucoup communiqué, mais finalement pas forcément en donnant du sens, ou en tout cas un cap, une vision. Si vous voulez, exactement, je pense que le court terme l'a emporté sur le long terme. Communiquer pendant cette période, c'était demander à nos salariés et à notre encadrement de veiller à la protection de la santé des personnes, de préserver le business, etc. Et on n'était pas effectivement sur la stratégie. Donc, si vous voulez, au travers de ces 2 idées simples, l'engagement local dans les communautés et au travers de la vision long terme, je pense que ce type d'enquête nous donne des clés pour agir, je pense. Alors, on y reviendra, mais Stéphane Champion, vous êtes cofondateur de Citizen Wave. C'est quoi Citizen Wave ? Alors, Citizen Wave, c'est une plateforme qui permet aux entreprises d'accélérer l'engagement et le réengagement donc, de leurs salariés. Donc vous venez en conseil, par exemple, de Valeo ou de Schneider Electric ou d'autres entreprises. Tout à fait. En fait, on apporte une solution, donc du logiciel et du conseil. Alors, de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous notez, vous, à travers cette crise ? Est-ce que vous notez, comme le disait Bruno Guillemet, une petite baisse d'engagement des salariés ? Alors, déjà, il y a peut-être un élément que je peux apporter, c'est que les entreprises ne sont pas au même niveau de maturité. Quand on parle de maturité RSE, nous, on aime bien parler des corporates qui sont très, très en avance. Les corporates, c'est les grandes entreprises. Les grandes entreprises comme Schneider, comme Valeo, comme tous ceux qui se sont succédés avant nous, sont des sociétés qui sont extrêmement déjà engagées et déjà actives dans ce domaine-là. Il ne faut pas oublier les PME et les ETI. Les PME et les ETI, en France, ça représente encore 70%, à peu près 71%, je crois, du salariat. Donc, et c'est ces entreprises-là qu'il va falloir aider, soit à réengager leurs salariés, s'ils ont déjà commencé à s'engager dans la RSE, soit démarrer. Est-ce que vous notez une demande supplémentaire après cette crise oui. Ou au contraire, parce qu'on sait que les budgets sont contraints, non, finalement, on réduit plutôt ce genre de service ? Alors oui, évidemment, tout le monde le dit également, il y a une prise de conscience des entreprises, et notamment des chefs d'entreprise, parce que les salariés sont là et il faut les aider, en fait, parce qu'ils sont très, très demandeurs. Donc oui, la crise du Covid, finalement, a véritablement accéléré la prise de conscience. On a fait une petite étude Citizen Wave donc sur justement ce sujet-là, et on s'est rendu compte que le sujet de la RSE avait été repriorisé au sein des entreprises pour 52% des entreprises. Donc ça veut dire qu'on a remis la RSE à l'ordre du jour, si j'ose dire. Alors la RSE, c'est vague sur quelle thématique ? Il y a des thèmes qui reviennent, c'est le besoin de solidarité, c'est la nécessité de préserver l'environnement climatique. Alors on a beaucoup vu des thématiques liées au Covid, donc notamment des demandes. On a des clients qui nous ont demandé, nous on fournit des parcours d'engagement en fait. Au travers de notre solution, avec un certain nombre d'actions, d'activités qui sont liées à ces thématiques-là. Et il y a une des thématiques qui nous a été demandée, en fait par les salariés de nos clients, c'est justement tout ce qui tourne autour de la QVT, des risques psychosociaux, avec le télétravail. On a beaucoup vu finalement un enjeu
de lien social, même professionnel, qui est ressorti. Donc ça, c'est une première des thématiques qui est ressortie récemment. Les autres thématiques qui sont plus générales, mais qui sont extrêmement utilisées et développées au sein des entreprises, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la diversité et l'inclusion, y compris le handicap, c'est tout ce qui est autour du numérique responsable. Il y en a comme ça un certain nombre qui sont extrêmement importantes et que l'on peut insuffler très rapidement dans des entreprises, au sein des entreprises qui ne sont pas forcément des grands corporates, encore une fois. Même si la solution CitizenWave, et je parle évidemment de ma solution, puisqu'on est fournisseur de cette solution, CitizenWave apporte évidemment aux corporates, aide à structurer, aide à analyser les choses. Mais pour les ETI et pour les plus petites entreprises, on aide vraiment à démarrer et à accélérer cette maturité RSE. C'est intéressant ce que disait Stéphane Champion sur le télétravail et la nécessité peut-être de créer du lien un peu différemment. Est-ce que vous l'avez observé pendant cette crise chez Schneider, Gilles Vermaux-Desroches, on imagine que vous avez une grande partie de vos salariés qui ont dû basculer en télétravail. Qu'est-ce que ça a changé ? Oui, c'est un point très important et je pense que le télétravail et cette crise a accéléré beaucoup de réalités, la prise en compte des enjeux climatiques. D'ailleurs, on voit bien comment, par les organisations, les individus, tout ça a été accéléré, mais aussi l'accélération du besoin de lien. Chez Schneider, on a une plateforme de volontariat, un site internet où chaque salarié qui le souhaite dans le monde passer du temps de volontariat, particulièrement pour la formation, mais aussi pour d'autres actions de mentorat, peut mettre son nom. Et on a beaucoup évolué pendant ce temps pour faire des missions digitales, en particulier de formation, d'accompagnement, et beaucoup de salariés s'y sont impliqués. Ce que je vois aussi, c'est qu'une entreprise comme Schneider qui est en croissance, dans ses 150 000 salariés, 45% sont chez Schneider depuis moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'en général, ils ont rejoint d'autres entreprises alors qu'ils sont jeunes, avec une vision un peu différente du monde de l'entreprise que celle qu'on avait dans le passé, dans lequel il y avait quelque part l'entreprise, l'État, et puis le lieu où je m'engageais. Ils ont une vie plus unifiée, et, puisqu'ils recherchent du sens dans le métier qu'ils veulent avoir, dans l'entreprise, un partage de valeurs pour être un acteur de la transformation positive, pour changer le monde avec l'entreprise. C'est un peu l'ambition d'un jeune qui rentre dans une boîte aujourd'hui. Eh bien, au fond, puisqu'il rentre avec cette ambition, il a envie lui-même d'y participer et au fond il embarque son équipe, etc. La plateforme de volontariat qu'on a créée, historiquement on l'avait créée pour que les retraités de l'entreprise puissent garder un lien avec l'entreprise. Et on s'aperçoit que très majoritairement, dans les 50 000 jours de volontariat par an, c'est plutôt la génération 30-40 ans qui donne du temps, qui s'investit, qui souhaite compléter son engagement et puis aussi rentrer dans cette démarche qui est et du don et de l'apprentissage, puisque dans la rencontre que présente le volontariat, j'allais dire, on se décentre un peu de ce qu'on fait d'habitude et on apprend beaucoup. Donc oui, ce temps, a permis de créer beaucoup de choses avec du digital qu'on ne faisait pas avant, dans une vision que le volontariat, c'était forcément... Mais de garder quand même un lien. Et ça permet de garder un lien, et probablement, on y pense tous, une fois que la crise est passée, de réduire, de permettre de se rencontrer vraiment. Et Bruno Guillemet, vous aussi, la question du télétravail a changé le rapport à l'engagement des salariés. Qu'est-ce qui vous remonte ? Parce que chez Valeo, vous aussi, j'imagine qu'un certain nombre de salariés ont basculé en télétravail. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il en ressort et quelles sont aujourd'hui les attentes des salariés ? Alors c'est un sujet qui est effectivement un sujet brûlant d'actualité. Là, en ce moment chez Valeo, d'ailleurs, on négocie dans un certain nombre de pays avec les organisations syndicales, les représentants du personnel, pour mettre à jour nos politiques de télétravail, de travail à domicile qui existaient, mais qui étaient, on dirait, assez de façon appliquée, de façon pas expérimentale partout, mais dans certains pays, oui. Et dans le survey auquel je faisais allusion tout à l'heure, on a posé aussi des questions sur le télétravail qui était exceptionnel cette année, pour mesurer s'il y avait toujours de l'engouement pour le télétravail un an après le confinement. Et en fait, l'engouement est très fort, à l'exception de certains pays d'Asie qui n'y sont
que peu favorable, mais globalement, il y a un engouement qui est resté très fort. Y compris en France, parce qu'on a entendu des salariés dire j'en ai marre, y je suis éloigné de mes France, équipes, de absolument, mes collègues. Et ça faisait bien partie de nos interrogations, parce qu'effectivement, il y avait eu au départ, tout était formidable, et puis on sentait bien dans les réflexions des salariés que la lassitude venait, que c'était pas si simple que ça, et puis que l'équilibre était difficile à trouver. Bon, finalement, si vous voulez, on avance sur ce sujet-là, et on prépare la période, on va dire, post-Covid, ou en tout cas une période qui va être un peu différente de celle qu'on a vécue précédemment. Et on s'achemine finalement sur des décisions. L'idée est d'avoir un retour au télétravail plus équilibré, c'est-à-dire autour de 2 jours, voire 3 jours dans certains cas, mais plutôt autour de 2 jours, de laisser les salariés choisir et jamais imposer le télétravail, parce que ça recouvre des situations personnelles très différentes. Et donc il faut revenir à quelque chose, en fait, je trouve, d'équilibré et qui favorisera l'engagement, je pense. Gilles Vermauderoche, je vous voyais acquiescer, vous aussi, la question du télétravail. Il y a eu une latitude, et puis quand même, un certain nombre de salariés ne veulent pas l'abandonner totalement. On est dans ce mix 2 jours et demi de télétravail par semaine. Oui, alors chez Schneider Electric, en particulier en France, on avait déjà un accord de télétravail qui va être modifié dans les mêmes réflexions qui sont là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir un avis de qu'est-ce que deviendra la vie après le Covid. Il est normal qu'on y pense, qu'il y a des scénarios, qu'on les planifie. Je dis, il y a des sujets auxquels il faut être attentif. Vous parliez de la citoyenneté dont je suis en charge au nom de Schneider. Probablement que la question du télétravail se pose différemment pour des niveaux de personnes différentes. Moi, je suis très attentif au monde des jeunes et comment nos entreprises sont en capacité d'intégrer plus de jeunes. Et au lendemain de cette crise, ça va être un sujet essentiel. Mais on a vu ils attendent, par exemple, du télétravail ou pas ? Ils attendent aussi de la relation. C'est-à-dire que ça dépend de comment on est logé, ça dépend où on habite, ça dépend, etc. Il y a des jeunes salariés logés au cœur de Paris, qui ont des enfants et qui aspirent à venir au travail parce que c'est important pour eux de pouvoir être dans des lieux différents, etc. Il y a des gens qui sont peut-être logés avec un peu plus d'espace et qui finalement sont très bien pour travailler dans leur bureau. Et puis il y a aussi tous ces jeunes qui ont besoin d'accompagner. Je crois que le moment dans lequel on rentre, qui est un moment transformatif de la société, tout le monde parle des transitions, c'est un moment aussi où on a besoin de mentorat, on a besoin de relations. Il faut être attentif dans cette relation de télétravail, de dire aux gens qu'ils sont aussi utiles pour les autres. Et que si le télétravail, c'est très bien pour eux, il y a peut-être qu'un moment ou un autre, il faudra pousser un peu plus quand on est maître d'apprentissage, quand on doit accompagner et accueillir des jeunes dans son équipe, un peu se donner l'obligation d'être à leur côté et pas seulement de leur parler par écran. Justement, Stéphane Champion, vous qui avez un rôle d'observatoire finalement des petites entreprises, vous nous disiez que cette question-là, elle était importante. On a les mêmes attentes quand on est salarié d'une petite entreprise ou d'une ETI dans un territoire vis-à-vis du télétravail. Qu'est-ce qui vous remonte ? Alors effectivement, il y a exactement les mêmes problématiques. Parce que de toute façon, le Covid, le confinement, c'est tout pour tout le monde. Donc toutes les entreprises sont logées à la même enseigne. De ce point de vue-là, peut-être que les plus petites entreprises ont un petit peu plus de difficultés à s'y mettre technologiquement parlant que les grands groupes, mais globalement, on fait face, on observe les mêmes attitudes. Et vous voyez des différences entre les jeunes, les seniors ? Alors, les fameux millennials. Oui. C'est un vrai enjeu de recrutement, en fait. Oui. Aujourd'hui, on a un client en particulier qui nous a contactés parce que, alors c'est une société qui est une PME, en fait, et le chef d'entreprise a raté deux recrutements. Alors pourquoi ? Parce que les questions qui venaient pendant les entretiens de ces candidats-là, c'était autour du développement durable et qu'est-ce que vous faites autour du développement durable, etc. Donc, et en fait, il ne faisait pas grand-chose, ou en tout cas pas suffisamment, et il n'était pas à l'aise. Et donc, il a pris conscience que, je pense que c'est tout le monde, et monsieur Gilles, vous avez écrit un livre d'ailleurs là-dessus il y a quelques années, et donc il a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, et qu'il fallait engager sa société, que c'est un gage de compétitivité, parce que les millennials d'aujourd'hui, c'est l'innovation de demain. Et si jamais une entreprise ne peut plus
recruter de millennials, eh bien, c'est sa mort à moyen terme ou long terme. Et donc, avec Citizen Wave, en fait, on a mis en place un parcours d'onboarding, c'est un bel anglicisme voilà. Pour dire d'accueil dans l'entreprise. Et en fait, ce parcours a été partagé avec les candidats. En fait. Donc, chaque candidat avait accès et pouvait voir ce que l'entreprise proposait à ses salariés au sein de l'entreprise. Ça lui a permis vraiment d'améliorer son recrutement et la performance de son recrutement. On a beaucoup parlé des salariés, mais il y a d'autres parties prenantes aussi dans l'entreprise. Est-ce que, par exemple, chez Schneider, vous prenez, puisque vous parlez de citoyenneté, vous intégrez d'autres parties prenantes? Je pense, par exemple, aux fournisseurs, à des associations. Comment est-ce que là aussi, il y a un changement qui s'opère? Oui, alors le changement qui s'opère, c'est que les 20 dernières années, celles dont on parlait de la croissance, du développement durable dans les entreprises, ont souvent été portées par le dialogue avec les parties prenantes. C'était un thème central des enjeux de développement durable, la stakeholder value, le dialogue des partenaires, etc. Je crois qu'on arrive dans une nouvelle époque où il n'est plus question de dialoguer pour dialoguer, mais il est question de créer des coalitions, de penser ensemble son impact. Donnez-nous un exemple. L'exemple le plus habituel du développement durable, c'est de parler de l'engagement vers la neutralité carbone d'une entreprise. La neutralité carbone d'une entreprise ne va pas pouvoir se faire quand l'entreprise ne pense qu'à elle-même, sans les émissions carbone de ses clients, de ses fournisseurs, etc. Et donc là, on voit bien qu'on est dans une logique collective. Si on parle de l'économie circulaire, c'est toute une filière qui réfléchit à de la production, au recyclage, en passant par le réusage, à comment elle produit différemment des produits. Donc c'est aussi une logique de filière. Chez Schneider Electric, donc on a des engagements qui sont liés à ça. On porte les enjeux de développement durable par un outil connu, le Schneider Sustainability Impact, avec un certain nombre d'indicateurs. Et bien pour les 5 ans qui viennent, il y a bien sûr ces indicateurs environnementaux. Mais dans le même outil, il y a aussi Schneider Electric qui travaille avec ses fournisseurs pour qu'ils réduisent évidemment leurs émissions carbone, mais en même temps s'assurer qu'il y a un salaire d'échange chez les fournisseurs. La création d'un label social ça, dans lequel... Récent. Ça, c'est récent et c'est pour les 5 ans qui viennent, dans lequel, de la même manière qu'on assure aujourd'hui l'engagement environnemental de notre produit, quelle matière il y a dedans, etc., on veut assurer que sur toute la ligne de valeur, on s'est occupé des droits de l'homme. Et ça, c'est pas très très loin de la logique des collaborateurs qui nous rejoignent et qui veulent cette logique un peu intégrée. Donc le dialogue tel qu'il a été mis sur place dans les 20 dernières années est attendu aujourd'hui pour servir à quelque chose. Et servir à quelque chose, c'est justement travailler en bande. En France, on a aujourd'hui un outil qui s'appelle le French Business Climate Pledge. C'est chaque entreprise qui dit son engagement carbone pour les 3 ans qui viennent. Les 100 premiers signataires, c'est fait sous l'impulsion du MEDEF, les 100 premiers signataires en ce moment sont en train de chercher 10 de leurs partenaires pour être signataires avec eux et dire leur propre pledge. Donc on voit bien que le progrès se fait avec ses parts. Il y a de la cooptation, il y a de la discussion, et puis il y a comment les uns et les autres, parce que l'on fait, parce qu'on voit ce que font les autres, on progresse aussi. Et le volontariat dont on parle aujourd'hui, le mécénat de compétences dont on parle aussi, c'est une manière de faire du volontariat comme ça quand on est en France, c'est quelque chose qui se développe très très fort. Parce que dans cette hybridation de la société sur les produits, dans l'économie circulaire, c'est aussi dans nos vies. Nos parents, certainement, avaient appris à apprendre, travailler, puis un jour, ils en profiteraient. Il se trouve que le jeûne dont on a parlé dans nos entreprises, mais ça se dissémine dans la tête de tout le monde, fait qu'à un moment ou l'autre, dans sa vie professionnelle, on veut faire autre chose, agir autrement, contribuer soi-même à réduire... Contribuer soi-même à réduire la vulnérabilité, faire sa part, être le colibri de cette action-là. Et si c'est en cohérence avec une entreprise dans laquelle on a confiance et dans laquelle on peut croître dans cette logique de valeur et de confiance, alors c'est très très bien. On est en ce moment, je finis là-dessus, parce que nos collègues indiens vivent une période vraiment très très difficile. Parce qu'ils ont la Chez pandémie. Schneider, on a tous dans nos équipes des Indiens, moi j'accompagne les Indiens. On vient de créer une logique de mobilisation des salariés du monde entier pour accompagner leurs collègues indiens. En moins d'une semaine, 2000 salariés y contribuent, et je suis sûr que dans les 15 jours qui viennent, d'autres y arriveront, c'est une question de communication aussi. Et donc on voit bien que pour une entreprise, créer ses contacts,
c'est construire sa propre pérennité et sa capacité de se projeter dans l'avenir. Et c'est permettre de travailler le projet d'entreprise. Bruno Guillemet, chez Valeo, vous avez ce même type de demande. Vous avez le sentiment que la crise, ça va être un accélérateur pour la prise en compte d'un certain nombre de sujets que vous abordiez déjà avant, mais qui là sont essentiels pour les salariés ? Oui, parce que l'engagement est important. Hein. Donc, on a constaté une baisse. Donc, je disais dans mes propos liminaires que bon, il fallait écouter, tenir compte et agir. Bon, finalement, les solutions nous sont données aussi par les salariés. Donc maintenant, on va passer dans une phase plus active. Par exemple, on va revenir d'abord sur certains fondamentaux, je pense. Valeo, on a la chance de travailler dans une société, si vous voulez, où plus de 90% de nos technologies sont en faveur d'une économie plus propre et plus sûre. Donc ça donne du sens. On va travailler sur nos valeurs aussi, réaffirmer nos valeurs. On va, je pense qu'effectivement, on a un programme de neutralité carbone, eh bien, on va aussi le mettre davantage en avant. On va refaciliter dès que possible les initiatives locales d'engagement dans les communautés. Puis je terminerai en disant, juste, en fait, on a choisi un mode d'action suite à cette enquête très simple en disant, on demande à chaque entité, chaque département de faire l'analyse des réponses que les collaborateurs ont faites et de choisir simplement une action à mettre en œuvre, mais simplement une qui leur paraît être la plus pertinente par rapport aux actions. Et on a décidé finalement de refaire l'engagement feedback survey, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, de manière annuelle et de l'étendre à tout le monde, puisqu'on le faisait pour une partie du personnel jusqu'à présent. Donc voilà, et je pense que ça peut... Tout ça. Mais dans les actions très concrètes, qu'est-ce qui vous remonte, par exemple ? Une action, vous dites qu'il faut en choisir une, par exemple ? Si vous voulez réconcilier, par exemple, le court terme et le long terme, quand on est manager, on doit donner un peu de vision, un peu de perspective et un peu de sens, et pas simplement parler de la productivité ou des résultats du mois. Donc ça veut dire que le discours doit aussi interroger, et ça on pourra le mesurer dans un an, voir si effectivement nos managers ont su donner du sens à l'action de leurs collaborateurs, les inspirer, leur donner plus de feedback, et je pense que ça peut être utile à l'engagement de nos salariés. Est-ce qu'il y a la crainte d'une rupture quand même avec certains salariés après cette crise, même si elle n'est pas terminée, qu'il y ait un moment des gens qui s'éloignent de l'entreprise ? Alors, il y a un chiffre qu'on cite assez fréquemment, c'est qu'en France, il y a 90% des collaborateurs qui se disent désengagés. C'est énorme. Donc c'est énorme, il y a beaucoup de travail, et c'est le réengagement par le développement durable, c'est probablement une manière de le faire de la manière la plus efficace possible. En termes de rupture, je ne pense pas qu'il y ait de rupture, en fait. Ce que l'on voit sur le terrain, nous, c'est 90% des chefs d'entreprise qui ont conscience que la RSE va les faire progresser et est un gage de compétitivité. Et il y a 87% de leurs salariés qui souhaitent s'engager dans cette démarche de RSE. Mais est-ce qu'on était dans les mêmes proportions il y a encore un an ? Non, ça évolue assez rapidement d'une année sur l'autre. Notamment dans toutes les ETI et les PME, puisque c'est, je crois que c'est plus 12% de l'année dernière à cette année. Donc ça veut dire que réellement il y a une prise de conscience, et je pense que la Covid et la crise que l'on a vécue évidemment est très très forte là-dessus, a eu un impact très très fort. Dans le fait que après la prise de conscience, il y a le passage à l'action. Oui, mais pour passer à l'action, bon, certes, il y a des programmes comme le vôtre, il y a peut-être aussi des états d'esprit, des façons. Tout à l'heure, vous parliez des managers, Bruno Guillemet. Est-ce que vos managers, ils sont prêts ? Est-ce que vous les accompagnez ? Vous dites, bon, peut-être apporter mieux coïncider le court terme et le plus long terme, savoir gérer des équipes qui sont en semi-présentiel. Comment on fait ? Si vous voulez, d'abord, je pense qu'on a un certain nombre de programmes qui peuvent aider nos managers. Hein. On a des programmes de e-learning, des programmes digitaux qui permettent aussi d'accompagner. De formation, bien sûr. Par exemple, si vous voulez, le retour aussi à une vie, on va dire, un peu plus normale et plus de présence physique doit aussi nous conduire à accompagner, à accompagner les salariés pendant leur retour.
je pense que manager aussi des salariés à distance, bon, ça peut perturber le style de management et la façon de manager ses équipes. Vous pensez ou vous l'avez constaté? Je l'ai constaté. Ça veut dire que certains managers sont très à l'aise avec ce style de fonctionnement. D'autres sont un peu plus perdus et nécessitent un accompagnement. Donc, c'est à l'entreprise aussi de trouver les bonnes clés pour pouvoir les aider dans ce rôle. Vous pensez que c'est ceux qui sont en première ligne, Gilles Vermaux-Desroches, justement les managers? Oui, je pense que l'exemplarité est importante sur ce sujet-là aussi. C'est-à-dire moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise avec Jean-Pascal Tricoire qui porte dans sa vision personnelle, dans ses engagements, comme l'avait fait Henri Lachmann, et c'est connu ici sur les enjeux sociaux pour les jeunes, etc., qui porte l'ambition de changer son entreprise pour contribuer à changer le monde et en rendant le monde à la fois plus efficient, plus digital, plus prospère, tout en tenant le développement durable, et qui est très engagé dans la responsabilité qu'est la sienne au cœur du management de la Fondation Schneider Electric, à dire tout l'intérêt qu'a l'entreprise à soutenir la formation, l'accompagnement de jeunes en interne, en externe, et puis à réduire la vulnérabilité de tous ceux qui n'ont pas accès à l'électricité par des programmes dans lesquels ils s'engagent personnellement. C'est clé, c'est important quand on est dans son entreprise, comme quand on est dans sa commune ou même dans sa famille, de voir que ce que l'on fait est cohérent avec une vision globale. Donc je pense que la dimension d'exemplarité est clé. Elle n'empêche pas du tout, et d'ailleurs ça y participe, la capacité d'écouter ce qui vient d'ici ou là dans l'entreprise. On n'est pas en train de dire que 100% des collaborateurs de l'entreprise veulent être volontaires, mobilisés, oui, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est quand même tout est parfait. Beaucoup. Hein. Dans l'outil de mesure du développement durable de Schneider Electric que l'on fait tous les trimestres, parce que c'est pas un outil pour rendre compte à la fin de l'année d'où on est, c'est un outil pour nous aider à aller plus vite et à accélérer. Dans les 15 transformations de cette boussole, il y a la croissance par 5 dans les 5 ans qui viennent du nombre de jours de volontariat des collaborateurs, comme il y a le chemin de la neutralité carbone, la croissance du nombre de femmes dans l'ensemble de l'entreprise et le fait qu'on va recruter une femme sur deux quand on a des nouveaux recrutements chez Schneider Electric, la multiplication par 2 du nombre de stages, d'apprentissage, de PhD dans l'entreprise. Mais on a voulu mettre dans cet outil la prise en compte du volontariat des collaborateurs, à la fois parce que ça valorise cette démarche, et donc ça participe de cette exemplarité et de cette démonstration, si ici ou là il y a un manager qui ne l'a pas très bien compris, que l'entreprise est attentif à ce bien qui est précieux, de l'engagement de ses collaborateurs, parce que cet engagement des collaborateurs révèle des talents et est aussi un chemin d'apprentissage. Alors, on a de la chance autour de cette table, on a 2 belles entreprises qui ont plutôt bien traversé la crise, mais la question qu'on peut se poser, c'est quid de celles qui sont dans des secteurs extrêmement touchés par la crise, qui ont plus de difficultés. Est-ce que vous avez le sentiment, je me tourne vers vous du coup, Stéphane Champion, que pour ces entreprises qui sont peut-être vous allez très bien, mais en tout cas celles que vous accompagnez, qui peut-être sont dans des secteurs où la reprise est beaucoup plus difficile et beaucoup plus éloignée, peuvent mettre en place ce type de programme, avoir ces préoccupations-là? C'est fondamental parce que ça permet aux chefs d'entreprise de donner de la perspective aussi à ses collaborateurs. Et au-delà de la performance financière et économique de l'entreprise, il faut aussi compter et c'est le bon moment de développer finalement cette performance humaine, sociétale. Et donc, c'est probablement le bon moment aujourd'hui pour ces entreprises de se lancer dans une RSE qui, à terme, va probablement créer plus de compétitivité pour eux. Donc, c'est un véritable enjeu pour le patron. C'est un investissement. C'est un investissement à moyen et long terme, en fait. Et ça, les entreprises avec lesquelles vous travaillez l'ont en tête? Alors de plus en plus, c'est pas encore 100%, mais on est aux alentours de à peu près une entreprise sur 2. Aujourd'hui, on a une statistique, c'est effectivement une entreprise sur 2 se lance réellement dans la RSE. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la RSE? Enfin, se lancer réellement dans la RSE, c'est impliquer toutes les parties prenantes, les collaborateurs. Ce que nous, on appelle la RSE collaborative. Donc, c'est arrêter de faire du top-down, donc de descendre des directives, entre guillemets, RSE, mais impliquer les collaborateurs et toutes les parties prenantes au sein d'une seule et même application. Ça permet donc à ces entreprises qui sont peut-être en difficulté d'accélérer
finalement, et de se tourner plus facilement et plus rapidement, plus efficacement vers de la performance humaine, d'impliquer les managers, vous en parliez précédemment, dans justement plus d'actions concrètes de l'entreprise vis-à-vis des différentes thématiques de développement durable dont on parlait tout à l'heure. Même si ça a un coût. Même s'il y a un coût, parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que c'est entre 13 et 20% de compétitivité supplémentaire grâce à l'engagement dans le développement durable des entreprises. Donc, c'est fondamental. Oui, donc c'est des chiffres importants, c'est un ratio important. Très important. Gilles Vermaux-Desroches de Schneider Electric. Oui, c'était à t'écouter. On voit toujours très rapidement le coût. On ne voit pas beaucoup l'intérêt. L'avenir d'une entreprise, c'est créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est être capable d'être innovant. Être capable d'être innovant, ça ne s'invente pas comme ça un matin. On se dit à 8 heures, je vais être innovant dans les 2 heures qui viennent. C'est des rencontres extérieures. C'est l'entreprise qui ouvre la fenêtre. C'est difficile les rencontres extérieures en ce moment. Oui, c'est l'entreprise qui ouvre la fenêtre. Qui ouvre la fenêtre sur le monde. C'est la capacité de se remettre en question. Et rien de mieux et l'entreprise, mais qui passe par ses collaborateurs, d'aller rencontrer des gens, peut-être pas dans la ligne directe de la relation de l'entreprise, pour essayer de penser différemment. Dans l'intervention que j'avais juste avant, je pensais qu'au moment où on est en train de se parler, Jean-Pascal Tricoire est au conseil d'administration du Global Compact à l'ONU, il vient d'être renouvelé pour 3 ans, c'est aujourd'hui le premier jour. Et le Global Compact, c'est à la fois des engagements des entreprises, beaucoup d'entreprises ont fait, 1500 françaises, mais c'est aussi les objectifs du développement durable. Quand une entreprise bouge sur les objectifs du développement durable, c'est 17 objectifs très précis d'impact. Forcément que les salariés disent « et moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans ?» Si on ne leur donne pas la possibilité de le faire, alors à un moment ou un autre, on sera en difficulté de manque de cohérence. Merci beaucoup. On va garder en termes de conclusion votre mot de la fin, penser différemment, essayer de voir autrement après cette crise, en tout cas quand celle-ci sera un peu plus derrière nous. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle Stéphane Champion, vous êtes cofondateur de Citizen Wave, Bruno Guillemet, DRH du groupe Valeo, et Gilles Vermaux-Desroches, alors vice-président citoyenneté de Schneider Electric. Parfait. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette table ronde sur Spotify en replay.